Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la troisième étape du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur ce qui peut se passer sur cette étape avec la stratégie, l'histoire, le cycliste du jour. Et aujourd'hui, on parlera d'une cycliste du côté de cette étape et puis le programme télé et les passages importants comme tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à répondre aux différents sondages dont on débriefera ce soir à 21 h lors du grand débrief de cette troisième étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Juste après l'arrivée, vous avez les funks, les shorts et les TikTok juste après l'arrivée, en avant-goût, une mise en bouche par exemple pour l'étape, le grand débrief de ce soir. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus ça permet de mettre en avant une vidéo et plus ça permet potentiellement de soutenir la chaîne. Et puis, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Étape pour les sprinteurs dans cette journée. Même si on pourrait croire comme ça que c'est tout plat, on voit quand même qu'il n'y a que 831 mètres de dénivelé positif. Donc c'est la 16e étape dans ce classement, ce qui n'est pas exceptionnel, 830 de dénivelé positif. Il y a peu d'étapes sur le Tour de France qui seront en dessous, par exemple, en termes de dénivelé positif. Je crois qu'il y a l'étape d'Orléans. Orléans, Saint-Amand-Mauron, on sera à 696, un truc comme ça. Il y a une étape à 3 aussi en fin de première semaine qui est à peu près dans le même niveau. Mais il n'y a que 2 étapes, je crois, qui sont en dessous des 800 mètres de dénivelé positif. Donc, ça, on a l'impression comme ça que c'est pas très difficile, qu'il n'y a pas vraiment de grandes difficultés dans ce parcours. Sauf qu'il faudra vraiment faire attention au final. Les 25 derniers kilomètres sont plutôt en prise, en montée. Alors, c'est pas des grosses pentes, c'est du faux plat montant. Alors, il y a quelques passages à 4-5%. Voilà, au grand maximum, c'est du 4-5%. Mais il faudra faire attention quand même, parce que ça peut surprendre certains coureurs qui auraient eu 2 journées précédentes compliquées et qui donc auraient du mal à se remettre dans le rythme avec un tempo plus élevé. Donc il faudra faire attention. Si vous avez eu une journée de dimanche compliquée avec la montée d'Europa, et ben, peut-être que vous aurez du mal à jouer le sprint sur cette étape et ça pourrait annihiler les espoirs de victoire de certains sprinteurs, de certains favoris à cause de ces petites montées dans le final, en sachant que la dernière montée s'arrêtera à 3 km de l'arrivée. Donc on sera quand même dans le money time du sprint. Et ce qui fait que l'organisation du sprint sera quand même atypique parce qu'on aura cette section en montée entre 4,5 km de l'arrivée et 3 km qui va plutôt se faire sur des routes qui seront, je pense, pas forcément extrêmement larges vu la carte et surtout sur des routes assez techniques. Il y aura quelques virages, notamment 2 épingles. Et par contre, ensuite, dans les 3 derniers kilomètres, on aura un seul virage qui sera une épingle. Alors 2 virages, on va dire, il y aura une grande courbe sur la gauche et puis une épingle. Et la dernière ligne droite fait 1,3 km, c'est-à-dire que c'est toujours des sprints assez atypiques quand on a des longues lignes droites comme ça, parce que souvent ça revient de l'arrière. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Allez, on regarde tout de suite la présentation de l'étape. Présentation de cette étape numéro 3, on part de Novara pour aller à Fossano, 167 km au programme autour de Fossano, avec un parcours, donc, comme vous voyez, qui est quand même beaucoup plus plat que les jours précédents, mais il y aura quand même un final plutôt en prise, pas si évident que ça. Certains sprinteurs vont peut-être regretter ces 20 derniers kilomètres, ces 20-25 derniers kilomètres qui vont pas être si faciles que ça. On part de Novara, début de journée assez plat, encore une fois dans le Piémont italien, avec 50 premiers kilomètres complètement plat. La seule difficulté répertoriée au classement de la montagne sur cette journée, c'est la côte de Lus, 3 km 400 à 3,8% de moyenne. On peut la voir tout de suite, cette côte de Lus. Bon, voilà, c'est très plat. C'est-à-dire que voilà, c'est une côte parce que bon, ils voulaient mettre un classement pour le maillot bleu, mais c'est pas ça qui va attirer les foules. Ce qui fait que ça sera peut-être compliqué d'aller trouver des baroudeurs pour vraiment vouloir des points au niveau du classement de la montagne, contrairement
aux 2 dernières journées. On redescend, sprint intermédiaire à Massio, donc le sprint qui ne donne que des points au classement du maillot cyclamen. Donc ça sera au kilomètre 79,5. Il y aura l'Intergiro à Monte Grosso d'Asti, donc l'Intergiro qui donne à la fois des points pour le classement du maillot cyclamen, à la fois des secondes de bonification et qui a un classement propre avec tous les Intergiro. Le coureur qui passe en tête de tous les Intergiro, enfin qui passe en tête le plus souvent sur les Intergiro, aura un classement propre. Je rappelle qu'il n'y a pas de maillot distinctif pour ce classement propre de l'Intergiro, mais qu'il y a une grosse prime à l'arrivée. On continue vers Canove, Alba. On commence à être plutôt sur des routes en faux plat montant. On voit sur cette portion-là, après la petite côte juste après le classement de l'Intergiro, il y aura une côte d'1,7 km à 4,2% de moyenne qui sera presque un apéritif par rapport à ce qu'on aura 40 km après. Canove, Alba, Cinzano. Et puis on arrive au dernier sprint de la journée, le sprint bonification à Cherasco, 1,2 km à 6,1 de moyenne au kilomètre 144,5, et c'est à partir de ce moment-là où ça va un petit peu se durcir pour cette fin de journée. Cherasco, 1,2 km 6,1 de moyenne, on passe à Salmour, et puis comme vous le voyez au kilomètre 156,5, et là vous voyez entre Cherasco et Salmour ça continue de grimper, même si c'est pas des grosses pentes, hein, avec le rythme du peloton qui sera rapide, les coureurs qui seront pas au top de leur forme pour être mis en difficulté. Petite descente après Salmour, et puis on arrive à Fossano dans les 5 derniers kilomètres avec ce petit mur, 1,8 km à 4,2% de moyenne, petite montée avant le final qui lui est sur du plat, complètement plat, même ce final du côté de Fossano. On regarde même ce final, donc vous voyez le profil des 5 derniers kilomètres, donc cette côte que vous voyez qui nous emmène jusqu'à 3 km de l'arrivée, côte donc à 5,3% de moyenne, hein, c'est à peu près l'indication que je vous ai donnée, ça c'est l'indication des organisateurs, et puis ce final du côté de Fossano, donc comme vous le voyez complètement plat. Particularité, hein, le dernier virage est à 1 km 300 de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on va avoir une très très belle ligne droite, ce qui va permettre à des coureurs de revenir de l'arrière, donc c'est toujours des sprints un petit peu musclés dans ce genre de journée. Et puis une belle largeur, on aura 9 mètres de large. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de revenir de l'arrière. Donc ça va être un sprint assez musclé. On pourrait peut-être avoir des chutes hein, sur ce sprint-là. Il faudra faire attention et être bien en place. Voilà, il ne faudra pas partir trop tôt. Les coureurs qui seront devant ne seront pas forcément avantagés sur ce sprint du côté de Fossano. On regarde la météo pour cette journée. Donc vous voyez, on part de Novara pour descendre à Fossano. Fossano qui est donc dans le sud de Turin, au sud de Turin, vous voyez. Donc là, on va contourner Turin au large pendant une grande partie de cette journée sur cette carte. Alors du côté de la météo, un temps qui sera nuageux encore une fois, avec 19-20 degrés, donc des températures tout à fait acceptables pour un début de mois de mai. Un temps qui devrait être sec, au maximum on a 30% de risque de pluie, donc ce qui reste assez faible, et au niveau du vent, entre 20 et 40 km/h. Alors pendant 85% du temps, il sera 3/4 face. Et puis, vers l'arrivée, alors vraiment dans les 20 derniers kilomètres, d'un coup, alors je ne vais pas dire d'une commune à l'autre, vous savez, je ne regarde pas chacune des communes du parcours, mais en fait, dans cette zone-là, il va passer 3/4 d'eau. Alors, ne me demandez pas par quel miracle, il passe de sud-est à nord-est. Et il n'y a même pas une transition est. Voilà. Non, ça passe de sud-est, nord-est. Donc vraiment dans cette zone-là, et donc pour l'arrivée. Ce qui fait que si on regarde les derniers virages de cette journée, donc dans la montée, vu qu'on aura du vent qui sera donc de nord-est, on aura plutôt un vent qui sera plutôt de dos hein, dans la montée. Donc la montée elle est à peu près là, hein, comme vous le voyez, donc c'est les deux épingles, le sommet il est ici.
Là, par contre, on aura un vent de face dans cette ligne droite-là, donc qui va durer quand même un bon kilomètre et demi, hein, cette ligne droite ici. Donc là, on aura du vent qui va plutôt taper de face. Et par contre, dans la ligne droite finale, donc dans ce dernier kilomètre 300, et ben, on aura du vent qui sera plutôt de dos. Donc c'est-à-dire que ça risque de rouler très vite, hein, quand même s'il y a 1,3 km, ça risque de rouler très vite dans cette dernière ligne droite. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. Du côté de l'histoire de ce Giro, on part de Novara, qui a connu notamment un coureur qui s'était imposé il y a 3 ans, c'était Tim Merlier qui avait remporté cette deuxième étape du Giro, qui arrivait à Novara. Il y avait eu un gros suspense quand même dans le final. Si on regarde, eh bien, il y a eu également des étapes du Giro, enfin une course qui s'appelait le Giro del Piemonte, remportée notamment par Franco Ballerini en 1990. Et puis en 1968, c'était la première étape du Giro, remportée cette année-là par le grand Eddy Merckx, cette première étape du Giro. Si on regarde les différentes journées, eh bien, il y a une étape qui est partie de Novara, c'est l'étape 5 du Giro 2010. Pourquoi je vous parle de cette étape-là, de l'étape numéro 5 du Giro 2010? Eh bien, parce que normalement c'était l'étape que je devais vous débriefer dans la partie histoire. C'est le jour du sacre d'El Génie du cyclisme, d'El Génie de la gestion d'équipe, Jérôme Pinot qui s'impose ce jour-là. Étape assez intéressante, vous pouvez retrouver le débrief, le résumé de l'étape sur Dailymotion, si vous voulez retrouver. Alors, c'est une étape où 168 km assez plat. Normalement, on doit avoir un sprint à l'arrivée. Puis vous avez une échappée de 5 coureurs avec Jérôme Pinot, Julien Fouchard, Yukiya Arashiro, donc du côté de la B-Box. Et avec eux, vous avez Paul Voss, coureur qui a à ce moment-là le maillot de meilleur grimpeur, qui est de la 1000 rames. Paul Voss qui va prendre les points du classement de la montagne, il n'y aura même pas vraiment contestation, qui va se faire assez vite éliminer à 30 km de l'arrivée, il n'arrive plus à suivre, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un groupe de 3, Arashiro, Fouchard, Pinot. En sachant que cette échappée-là n'a pas énormément d'avance, parce qu'à 68 km de l'arrivée, donc quand le direct démarre, on est en 2010, hein, avec Patrick Chassé et Jackie Durand. C'est même marrant de voir la manière dont commente Jackie Durand avec Patrick Chassé, parce que ça n'a rien à voir avec Guillaume Di Grazia. Il y a vraiment le moment où Patrick Chassé parle, le moment où Jackie Durand intervient. Les deux parlent assez peu, il y a assez peu de discussion entre les deux, il y a assez peu d'échanges au final entre les deux. Alors, vous avez donc cette échappée de 3 coureurs, donc il n'y a pas énormément d'avance. Et puis, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le peloton, ça va un peu se regarder, ils vont un peu se faire avoir en fait dans le peloton, ce qui fait qu'à 5 bornes de l'arrivée, eh bien les hommes de tête, qui sont quand même des baroudeurs d'expérience, hein, Pinot, Arashiro, coureur qui se connaissait un petit peu quand même à l'époque. Alors Julien Fouchard, coureur plus jeune, ça sera son seul fait d'armes, hein, cette place sur le Giro d'Italie, avec une victoire également sur une étape du Tour de Bretagne. Eh bien, on se fait avoir complètement. Alors vous avez la Sky qui roule énormément pour Gregory Anderson. Là aussi c'est la Sky de 2010, hein, c'est pas la Sky qui viendra sur le Giro quelques années après. Il y a la Lamprey qui roule pour Petacchi. On roule également pour Tyler Farrar. Il y a les coéquipiers d'André Greipel, mais il bute véritablement sur les 3 hommes de tête, surtout que la Quick Step fait tout pour perturber le train de la formation, enfin des formations adverses, vu que Jérôme Pinot est devant. La Quick Step avec à l'époque Wouter Weyland qui avait remporté une étape du côté des Pays-Bas quelques jours auparavant. Et puis, oui, parce qu'il faut rappeler que ce Giro 2010 était parti des Pays-Bas. C'était l'un des premiers Giro qui partait de l'étranger. Et puis, on va résister. Jérôme Pinot fait son effort à 250 mètres à peu près de l'arrivée. Et Julien Fouchard, qui est pourtant dans la roue, essayera de remonter jusqu'à la dernière minute, mais n'y arrivera pas. Et Yukiya Arashiro prendra la 3e place de cette étape. Donc, le grand moment de Jérôme Pinot dans sa carrière. Jérôme Pinot qui est, si on parle vraiment de sa carrière de cyclisme, alors certes, en fin de carrière, bon, il roulera beaucoup derrière les échappés, mais normalement, c'est un coureur qui aurait dû être en capacité de gagner une Amstel. Surtout qu'à l'époque, il avait remporté la Coupe de France, 2004 ou 2005, l'année où il remporte la Coupe de France de cyclisme. Il avait vraiment du talent, Jérôme Pinot, dans ses premières années, mais j'ai jamais compris ce qui s'était passé dans sa carrière.
pourquoi il n'avait pas réussi à gagner une Amstel, à gagner des grandes courses au niveau World Tour. On va me dire, oui, c'était l'époque du dopage. Je pense que ça aidait bien certaines équipes françaises aussi de dire tout le monde est dopé, tout le monde est dopé, parce que ça ne travaillait pas bien non plus dans les équipes françaises. Sauf que on se cachait un petit peu derrière le dopage en disant « Ah bah oui, mais si les autres ils n'étaient pas dopés, on pourrait gagner ». Non, parce qu'on ne travaillait pas bien non plus. Hein. Et je pense que Jérôme Pinault, il y avait des soucis de ce côté-là aussi, du côté du coureur français. C'était sa deuxième saison chez Quick-Step en 2010, parce qu'il avait commencé chez Quick-Step en 2009 après avoir quitté Bouygues Télécom. Du côté de l'autre ville, à Fossano, pardon, la ville d'arrivée, je vais réussir à me retrouver, eh bien on a une victoire d'un Simon Yates, mais c'était pas sur le Giro, c'était sur le Tour de l'Avenir en 2011. Cette année-là, il avait réussi à battre Filippo Fortin et Thomas Palmer, un Australien. Niklas Arndt avait pris la 4e place dans un grand sprint où il y avait 50 coureurs qui étaient à l'arrivée. Il y avait même Nero Quintana, qui était là, mais c'était un grand sprint avec Tim Williams également et Reichenbach qui était dans ce groupe-là face à Simon Yates. Et Adriano Baffi avait remporté une étape, l'étape numéro 18 en 93 sur le Tour d'Italie. Et Philippe Gilbert qui avait remporté Grande Piemonte en 2009 qui était arrivé du côté de Fossano. On regarde tout de suite le cycliste du jour. Eh bien, c'est plutôt la cycliste du jour parce qu'on va parler d'Elisa Balsamo, la sprinteuse italienne qui roule du côté de la Lidl Trek, qui a fait 2e de Paris-Roubaix cette année. Elisa Balsamo, championne du monde également en 2021. Alors Elisa Balsamo, professionnelle depuis 2017, et dès ses jeunes années, c'est une fille qui avait vraiment beaucoup de talent, notamment du côté de la piste, parce qu'au départ, Balsamo, elle était plutôt destinée à la piste qu'à la route, notamment avec un titre de la poursuite, championne d'Europe en 2015 de la poursuite, également des titres de poursuite par équipe dans les années junior, espoir, donc c'est vraiment une performance chez elle. C'est vraiment une fille qui était très forte dans ce domaine-là. Elle va réussir à être championne du monde junior sur la route en 2016 à Doha. Et entre-temps, elle est également championne du monde de l'Omnium aussi. Donc il y avait ce double côté route et également poursuite, mais sur la piste, elle était très forte. Et puis sur la route, c'était le sprint, et simplement le sprint à l'époque. Et du côté de Doha, on se souvient, c'était un parcours qui était complètement plat à Doha, que ce soit pour les garçons, pour les filles, enfin, c'était complètement plat. Et contrairement à la course des garçons, il y avait eu moins de vent du côté des filles. Et elle est championne du monde assez fortement quand même. Hein. Elle fait un très beau sprint à l'époque. Sur la route, donc championne du monde, on disait, à Doha. Et puis elle a aussi des résultats sur l'américaine, sur la piste. Donc toujours ce double côté. Vainqueur de Gand Wevelgem chez les juniors, donc là on commence à deviner une fille qui est plutôt performante sur les pavés. Et puis en 2021, championne du monde chez les élites, un peu à la surprise générale, parce qu'à ce moment-là elle est encore très jeune, que c'est une fille qui est née en 1998, donc quand elle arrive en 2021, elle est très très jeune, surtout pour les filles, parce que les filles, on a tendance à avoir un petit peu de maturité un petit peu plus tard. Elle arrive championne du monde, elle va avoir un peu du mal à enchaîner après ce titre de championne du monde, et puis désormais elle enchaîne quand même les grands résultats, notamment 2 trophées Alfredo Binda, mais c'est une fille qui a un peu du mal depuis que Vibes est arrivé du côté du sprint. C'est vrai que c'était quand même la leader du sprint, c'était plutôt dans ce domaine-là où on la voyait, et maintenant c'est sûr que face à Vibes, c'est pas forcément facile du côté de Elisa Balsamo, qui est obligée donc forcément d'être en capacité de passer les bosses, et ça c'est pas forcément évident. Et puis objectif JO avec la piste du côté de Elisa Balsamo qui s'était ratée en 2021
sur les épreuves de piste. Voilà, elle avait été très déçue, l'italienne, donc ça sera vraiment son objectif pour les Jeux de 2024. Cette année, vainqueur de Bruges de Panne et du trophée Alfredo Binda, vainqueur également de 2 étapes sur la semaine internationale valencienne et donc deuxième de Paris-Roubaix. Voilà, parmi ses grands résultats sur cette saison. Pas de course à son programme, elle n'était pas sur la Vuelta féminine. Du côté de la stratégie, on aura une échappée, je pense. On aura une échappée, mais je pense qu'il y aura moins de coureurs qui auront envie de prendre l'échappée par rapport aux 2 étapes précédentes, parce que le classement de la montagne, il y aura seulement les points d'un 4e catégorie. Alors certes, vous avez l'Inter Giro qui peut intéresser, notamment un petit Fiorelli, mais ouais, je pense qu'on jouera plutôt la gagne à l'arrivée, et je ne suis pas sûr qu'à part les équipes italiennes, on parte vraiment à l'attaque pour les échapper. Et puis après, on devra avoir un peloton groupé qui devrait se jouer la victoire au sprint. Encore une fois, il faudra faire attention au niveau du placement, ne pas être trop tôt devant. Là, c'est, je pense, une erreur sur cette étape-là. Il faudra vraiment sortir au bon moment dans cette dernière ligne droite d'un kilomètre 300. Encore une fois, dans les 3 derniers kilomètres, il y a seulement 2 virages, une grande courbe sur la gauche et cette épingle sur la gauche également. Donc, il faudra faire très, très, très attention de ne pas être... Je pense que si vous êtes 15e à l'épingle, c'est pas une catastrophe. À part s'il y a une chute devant vous, mais vous aurez le temps de remonter derrière. Surtout si vous avez encore 2 équipiers, 3 équipiers, vous pourrez remonter derrière. Du côté de mes favoris pour cette étape, eh bien, j'ai décidé de mettre Tim Merlier, le sprinter belge, parce qu'avec du vent d'eau, s'il lance à 250-275 mètres, comme il est capable de le faire, des fois Tim Merlier, il est capable de s'imposer au sprint. Je mets Caleb Ewan, parce qu'on l'a vu sur l'étape numéro 2, Caleb Ewan, très costaud sur les Inter-Giro. On a l'impression qu'il a envie d'être performant sur ce Giro. On a presque l'impression que Caleb Ewan ne fera pas forcément de Tour de France, ni de Tour d'Espagne. C'est peut-être son seul grand tour de l'année, et on a l'impression qu'il est surmotivé pour cette course-là. Et puis avec Van Do, je mets également Milan, parce que lui aussi il est capable de partir de loin, et l'Italien avec sa puissance, il est capable de broyer des vélos, avec une Needle Trek qui sera quand même bien à son service, ça peut très très bien se passer. Grosse cote, j'ai mis Olaf Koy. Déjà, du côté de la Visma Leasebike, on a peut-être une équipe qui est un peu moins solide que les formations que je vous ai citées précédemment, parce que du côté de Caleb Ewan, le fait que Dunbar ait perdu du temps sur l'étape numéro 2, ça va aider à structurer l'équipe autour de Caleb Ewan. Mais aussi parce qu'il est tombé, et donc certes la chute n'avait pas l'air d'être très impressionnante du côté de Olaf Koy, mais il faudra quand même faire attention. Du côté du programme télé, à 13h, les rois de la pédale sur Sport 1 avec un départ fictif qui sera lancé à 13h10. La côte de Lu à 107,9 km de l'arrivée entre 14h39 et 14h46. L'Inter Giro qui sera 40 km plus tard entre 15h28 et 15h39. La ville d'Alba à 40 km de l'arrivée entre 16h09 et 16h25 pour une arrivée prévue entre 17h02 et 17h22. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!